Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Maïlis, Bonjour Andine, je suis ravie de te recevoir pour Mon Pas de Côté ce matin. merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aussi. Mais je t'en prie. Donc pour la petite anecdote, avec Maëlys, on se connaît depuis la période étudiante. On était en stage ensemble chez des éditeurs. Moi, j'étais chez Dargaud et toi au Lombard. C'est ça, hein? Ouais, dans la bande dessinée. Ouais. Et je me rappellerai toujours de ce premier jour où j'arrive à mon bureau. Et là, il y a Maëlys qui arrive et qui me dit bonjour, tes nouvelles, ça te dit, on fait un déjeuner tous les stagiaires, Donc c'était trop bien et c'était ma première rencontre avec Maëlys et je me rappellerai toute ma vie. Ok, ça me ressemble bien, c'est sûr. Tu t'en rappelles ou pas? Je me rappelle des déjeuners des stagiaires, je me rappelle de tous ces déjeuners avec toi, mais pas forcément du premier, mais bon, Ouais, d'arriver comme ça dans ton bah bureau, forcément. ça me ressemble. Ça, je me rappelle super bien. Donc, bah, ça me permet de rebondir cette petite anecdote sur peut-être une présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, bon bah c'est parti. Je m'appelle Maïlis, j'ai 38 ans, je vis au Pays Basque, près de Bayonne. Je suis mariée et maman de deux petites filles de 4 ans et 2 ans et demi. Et je suis psychopraticienne et je me suis reconvertie il y a 7 ans maintenant. J'ai quitté donc Paris pour aller au Pays Basque et je me suis formée et j'ai changé de métier. Ça fait deux beaux pas de côté d'un coup, là. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'est le thème du podcast. Bah, c'est ça. C'est pas pour rien qu'on se voit aujourd'hui. Ouais. Et donc, toi, tu viens d'où? Tu disais que tu viens de Paris, mais plus précisément, c'est quoi tes racines? C'est quoi ton origine à toi? Alors, mon origine, elle est 100% bretonne. Mes deux parents sont bretons. Après, ils étaient à Paris quand je suis née, donc je suis parisienne de naissance, mais je n'y ai pas habité du tout pendant mon enfance. Euh, Principalement en région parisienne, on a déménagé, enfin en Auvergne, on a bougé à différents endroits. Et donc mes racines, elles sont quand même très bretonnes au niveau de la culture. Et par contre, je suis venue à Paris pour faire mes études en région parisienne, puis à Paris. Et j'y étais jusqu'à mes 30 ans. C'est quoi pour toi la culture bretonne? C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a une idée de simplicité quand même, de proximité. On n'est pas du tout sur le paraître. C'est beaucoup ce côté un peu terroir, un peu convivial. Il y a aussi une forme de pudeur qui est pas forcément ma culture à moi, mais une culture dans laquelle j'ai grandi quand même. Voilà, de retenue, quoi, faut rester un peu discret. Et puis il y a aussi beaucoup de joie avec toutes ces fêtes, la musique, et puis la mer quand même, beaucoup l'océan, quoi. Ouais. Ouais. Alors, tu disais, la pudeur, c'est pas forcément ma culture à moi. C'est quoi ta culture à toi alors? Non, disons que moi je suis un peu plus extravertie. J'ai Je suis facilement chaleureuse, alors que chez les Bretons, ça va être quand même, ils sont très chaleureux, mais au premier abord, pas tout de suite, quoi. D'accord. Contrairement à toi. Comme j'ai pu Je vais commencer par l'anecdote, hein. l'expérimenter, c'est clair, c'est clair.
Ok, donc forte culture bretonne et puis une culture que tu as développée de toi finalement, avec cette chaleur dont tu parles et cette importance de la rencontre des gens, de la sociabilité, si je comprends bien. Ouais. Et comment tu t'es approprié tout ça justement? Tu veux dire ma différence? Ouais, Ouais. Je pense que petite, je me suis sentie un peu différente assez vite. Je suis l'aînée de cinq. Et donc, je pense que j'ai pris un peu ce que j'ai aimé dans ce que mes parents m'ont donné. ouais, Euh, Beaucoup de droiture, d'honnêteté, euh, voilà, un cadre quand même, hein, on va le dire. Mais très vite, j'ai eu envie un peu de liberté, de penser les choses par moi-même, de me rebeller un peu. Donc voilà, j'ai fait ma petite mixture et puis c'est vrai que je suis partie assez vite de la maison, hein, juste après le bac. Et pour aller me nourrir d'autres figures parentales aussi, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir avoir plusieurs modèles. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu mon petit mix entre toutes les inspirations que je pouvais trouver, et puis jusqu'à devenir le plus possible moi-même, tu vois. c'est bien réussi. Et tes modèles, c'était qui alors? Mes modèles, ben écoute, c'est une bonne question. Je pense quand même que ma mère, ça a été mon premier modèle, parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir une maison toujours ouverte et toujours accueillante. Et donc ce côté, j'ai vraiment ce souvenir de, voilà, mes parents, on invitait toujours du monde à la maison, on avait toujours une place pour quelqu'un supplémentaire. Et voilà, je me souviens qu'à Noël, par exemple, parfois, on se retrouvait avec, je sais pas quoi, moi, enfin, par exemple, une maman solo avec son enfant qui venait, qu'on connaissait pas, et que ma mère avait rencontré, je sais pas où. Et j'ai toujours trouvé ça sympa et ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Euh, et Donc oui, je pense que quand même mon premier modèle, ma mère et puis mon grand-père qui était quelqu'un de très dynamique, très organisé, donc mon grand-père euh, paternel qui est décédé l'année dernière et qui est quelqu'un de très organisé, mais aussi qui adorait voyager et très curieux, un peu intello. Enfin mes deux grands-pères d'ailleurs étaient un peu intello, donc moi j'ai vraiment grandi dans cette culture des livres quoi. ouais. Les livres, lire beaucoup. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à bosser dans l'édition, c'est que j'aimais tellement la lecture. Et parce que c'était l'endroit aussi de l'évasion, l'endroit de l'imagination, l'endroit où je pouvais apprendre tellement de choses en fait en vivant toutes ces vies en plus de la mienne, ça ouvrait mon horizon quoi. C'est important pour toi, l'évasion, l'imagination? Ouais. Oui, je pense que j'ai vraiment une soif avide, une curiosité de comprendre l'humain et donc Hmm. dans mes lectures, ça a quand même toujours beaucoup été, voilà, pas la grande histoire, mais plutôt la petite histoire, quoi. Comprendre ce qui se joue dans les gens, bah, la psychologie, les grands destins, il y a toujours une petite histoire derrière, en fait. Voilà, ça m'a toujours passionnée et c'est vrai que lire les grands auteurs, lire ou n'importe quelle histoire d'ailleurs, très vite, ça m'a vraiment beaucoup intéressée, quoi. Et donc je pouvais passer des heures d'ailleurs il y avait rien qui m'arrêtait, les parents devaient couper les plombs le soir dans ma chambre parce que sinon je m'endormais sur mon livre à 2 heures Ouais. du matin, à 8-10 ans. Tu dirais que s'il y avait un livre euh, marqueur dans ton enfance, c'était quoi? Ah, c'est tellement dur de choisir. Ah, Euh, j'ai le un premier qui te vient. J'ai un bouquin qui vient comme ça. Ouais, J'espère que je ne me trompe pas dans le titre parce que je l'ai lu il y a très très longtemps et en plus je déteste relire des livres donc je ne l'ai jamais relu. Mais ce livre s'appelle, ça doit être une traduction, hein, je l'ai lu en français, Ces extravagantes sœurs Mitford. ouais, C'est l'histoire d'une famille avec, je crois, au moins 5 sœurs, et d'ailleurs je crois qu'il y a des frères aussi, qui ont toutes marqué le destin de l'Angleterre et de l'Europe d'ailleurs, et même du monde à leur époque, donc au début et milieu du XXe siècle.
Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, donc il y avait cette éducation, voilà, dans la campagne anglaise, mais avec que des caractères très très différents. Donc ça m'a bien parlé parce que moi aussi, je viens d'une famille avec beaucoup de filles où on est vraiment très différentes. Hmm. Et chacune, elles ont eu des destins importants, parfois tragiques, parfois extrêmes. Voilà, il y en avait une qui était beaucoup engagée dans les révolutions. En Angleterre, se battre pour les droits, voilà, des ouvriers, tout ça. Il y en a une pareille aux États-Unis, plutôt avec les communistes. Il y en a une qui est devenue très très proche en Allemagne, je crois, de Hitler. Enfin bon, il y en a une qui était devenue une grande, celle dont je me sentais le plus proche, c'était une grande écrivaine passionnée de la France qui est venue vivre à Paris et qui était avec un homme politique français. Donc il y avait vraiment un destin incroyable pour chacune de ces femmes. Et donc, je trouvais ça très, très inspirant, quoi. Voilà. Ouais. Et une aussi, je crois, un peu plus coquette, aristocrate, un peu anglaise. Bon, je sais plus. Là, ça fait quand même très longtemps que je l'ai lu, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, vraiment, je sais que ça m'a vraiment marqué ce livre. En quoi ça t'avait marqué finalement? La possibilité, en fait, de choisir son destin et de C'est marquer ça. sa différence, tu vois. Hmm. Et justement, alors, tu disais que petite, tu te sentais différente. En quoi tu te sentais différente? Je pense que déjà, on me le faisait sentir, Comment on ça? me le disait. Je sais pas. J'étais pas. J'avais envie d'être la petite fille. Modèle et attendue par mes parents, mais j'y arrivais pas, tu vois. Donc j'avais l'impression, j'étais quand même assez rebelle, quoi. J'avais Ouais. beaucoup de mal avec l'autorité. J'étais un peu dans la lune, un peu dans mon monde aussi. Euh, J'avais des grandes facilités, donc ça m'a un peu sauvée quand même en cours, mais Hmm. je sais pas très. Il y a beaucoup de choses. On a aussi beaucoup déménagé, donc j'ai changé 10 fois d'école. Donc c'était aussi toujours d'être la nouvelle. Il y avait des choses comme ça où je me sentais un peu différente et en même temps j'essayais que ça se voit surtout le moins possible Hmm. Comment tu le dans un sais? premier temps. Ben, en étant une gentille petite fille, Ouais. Et à l'intérieur, c'était comment? ben c'était dur parce que ça me demandait beaucoup beaucoup d'efforts. Ouais. Elle rêvait à quoi, cette petite fille, plus tard? Elle voulait être écrivain. J'écrivais beaucoup d'ailleurs. J'écrivais beaucoup, beaucoup dans mes cahiers. J'écrivais beaucoup de livres. J'ai fait des livres très tôt. Au début, je dessinais aussi, mais vraiment, je dessine très mal, c'était affreux. Mais par contre, l'écriture, oui, et j'ai même encore des écrits vraiment de l'enfance, quoi. Je sais pas, peut-être 7 7 ans, 7 8 Ouais. ans. Ouais. Mon grand-père qui était très moderne et qui était, comme je l'ai dit, une figure assez inspirante, le premier à avoir un appareil photo numérique, le premier à avoir un ordinateur. Moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était digital. Euh, et ben, il m'avait prêté son ordinateur pour écrire mon livre. Waouh! T'imagines? J'étais j'étais à fond, quoi. Et donc bah, je l'avais tapé et imprimé dans une petite écriture, tu sais, un peu à l'anglaise, là, comme on faisait au début de l'ordinateur. Je trouvais ça trop joli. Et ça m'avait pris un temps monstrueux, alors qu'il y a genre 3 pages. Mais bon, Tu c'est l'avais vrai que ça appelé m'a fait comment, envie. ton roman? Je crois que ça s'appelait Le rêve de Caroline. Ouais. Tu te C'était souviens un de quoi truc ça un peu parlait? inspiré. Je pense que j'étais quand même, à l'époque, je me rendais pas compte, mais assez inspirée par, tu vois, les 4 filles du docteur March, très Joe March d'ailleurs. Donc je voulais un peu peut-être avoir une grande maison où j'allais pouvoir accueillir plein d'enfants orphelins ou abandonnés. Donc je racontais un peu tout ça. C'était quelque chose qui m'animait beaucoup, même Je dans mes jeux te, avec mes sœurs. Tu me dis si je vais trop loin, mais je te sens très émue à parler de ça. Ouais, je pense que je suis émue par le regard que je porte sur cette petite fille, en fait, tu vois. Je suis attendrie, Ouais, je pense plutôt. Je suis attendrie, en fait. attendri. Ouais.
Et ça dit quoi, cet attendrissement que tu as pour elle? Mm. Bon, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire là, aujourd'hui? Ben, que je la vois et que qu'elle s'inquiète pas, quoique j'étais pas si inquiète, mais que qu'elle est bien comme elle est Hmm. et qu'elle est assez. Qu'est-ce que ça fait de se dire ça? Ça fait chaud au cœur. Ouais. Mm. Hmm. Et aujourd'hui, t'en es où alors? Justement pour lui montrer tout ce chemin parcouru à à cette petite Et, fille avec ses différences qu'elle voulait pas montrer. et ben, et ben, je suis, comme je te le disais un peu au début, je suis de plus en plus moi-même. C'est-à-dire que Ouais, de plus en plus, j'ose être moi-même. Et puis, bah, tant pis, en fait, si ça déplaît. Et c'est vrai que ça a été un long apprentissage de dire que bah, c'était pas grave si je plaisais pas à tout le monde, tu vois. Il y avait ce côté, c'est un, enfin, je suis une gentille petite fille. Pourquoi tout le monde m'aime pas, tu vois? Parfois, c'était quelque chose que je comprenais pas. Et en fait, maintenant, mais c'est ouais. pas grave, tout le monde m'aime pas, en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde m'aime d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens, ils sont pas si sympas? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils m'aiment? Tu vois. C'est clair. Donc, quand est-ce que c'est arrivé ça? Cette bascule-là, elle est arrivée quand? Ah, tard, hein, très tard, hein. Ouais, Quand on s'est rencontrés, j'y étais pas encore, tu vois. ouais. Non, non, j'étais pas encore. Et tu mettrais ça à peu près quand? C'est un processus, mais il y a peut-être une période, tu vois, dans ce processus. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi déjà. Euh, et puis, ouais, se choisir, en fait, c'est long. Moi, j'ai toujours priorisé les autres. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Puis en devenant maman, bah forcément, on s'oublie un peu aussi. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est dans le travail thérapeutique quand même Ouais. que j'ai pu évoluer là-dessus, oui. Et puis aussi bah, quand même dans le regard de l'autre parfois, puisque ben j'ai vu des personnes qui m'aimaient quand j'étais vraiment moi-même. Et au début, ça m'a surprise. Et puis après, je me suis dit, bon, bah du coup, peut-être que c'est pas mal aussi d'être soi-même parce que c'est moins fatigant. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Hum, C'était pas conscient, hein, mais je pense que j'ai quand même beaucoup masqué, beaucoup été dans le faire plaisir, dans l'idée d'être peut-être le plus parfaite possible, sachant que je me sentais vraiment nulle et totalement imparfaite, mais d'essayer en tout cas parce que c'était la seule manière de se faire aimer, tu vois. D'être Dans ce que tu sage imaginais, aussi. oui. Ouais, voilà. L'amour quand même assez conditionnel. Et puis parfois en fait, bah, j'y arrivais pas. Donc ça, c'était Mm. dur de se heurter au jugement, aux reproches, aux critiques. Ça T'as m'a un toujours souvenir énormément qui te atteint. revient? Adulte peut-être, tu vois, parce que enfant, oui, mais tu vois, un souvenir adulte de quelque Oui, chose que tu bah aurais pu vivre, tu vois. tu vois, jeune adulte par exemple, bon j'ai fait une prépa et j'étais en Cagne et bon c'est vraiment c'est une sale ambiance quand même, même si j'étais dans, je pense une prépa pas la pire, mais il y a quand Ouais. même beaucoup d'élitisme et même s'il y a que des gens plutôt assez brillant, bah, très vite on est catalogué et comme nul et on nous dit beaucoup qu'on est nul. Et c'est vrai qu'une fois j'ai mon prof de lettres que j'aimais beaucoup en plus, qui était quelqu'un, moi j'adorais la littérature, enfin j'adore toujours, qui me rend mon devoir et on était évidemment classé par ordre et puis j'étais plutôt à la fin euh, et il a écrit quelque chose comme comment peut-on autant massacrer la langue française et moi j'avais toujours été la bonne élève en français qui écrivait bien et tout. Waouh. J'en ai des frissons. Le choc et en plus devant tout le monde, tu vois. Et en fait, bah, c'était plus fort que moi. J'ai pleuré et j'avais tellement Ouais. honte de pleurer.
C'était horrible, vraiment, c'était horrible. Et, voilà, Ça me fait je pense froid que dans le dos. ça m'atteint tellement, ça m'atteignait tellement. Alors qu'en fait, maintenant, quand j'y pense, je me dis, bon, bah, c'était juste une méthode pourrie. Enfin, je veux dire, et puis, c'est pas du tout pédagogique. Enfin, voilà, maintenant, avec le recul, mais sur le coup, c'est quand même difficile de pas adhérer à ce grand professeur, qui pose son jugement, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? Si tu pouvais y aller, si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus. Donc, même encore maintenant, tu vois, je sais pas, je crois que j'ai rien envie de lui dire parce que, en fait, il y a, tu sais, cette suffisance des gens qui sont persuadés d'être supérieurs et de bien faire. J'ai pas envie de gaspiller de l'énergie, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas utile. J'aurais peut-être envie de lui dire que quand même, il puait le cigare et que ça, c'était vraiment désagréable. Mais sinon, ça a été aussi quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Ouais. Et, et c'est vrai que suite à cet épisode, je me souviens que j'avais tellement peur de mal écrire que j'apprenais par cœur des phrases. C'est horrible. J'apprenais par cœur des phrases de genre, tu vois, Roland Barthes, qui était un peu mon héros en littérature, et que je replaçais en changeant de quelques mots, mais pour que la... Et donc après, il me disait que j'écrivais très bien, mais forcément, tu vois, c'était même pas moi qui écrivais, en fait. C'était juste que j'avais appris les choses Mhm. par cœur et que j'essayais de les adapter avec le contexte. Mais j'ai vraiment eu cet apprentissage très fort qu'on trouve beaucoup quand même dans le système scolaire français, et la prépa, c'est la continuation du système scolaire français, de vous êtes des nains jugés sur les épaules des géants, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est rien et on doit seulement penser par les grands auteurs. On doit, par exemple, en philosophie, on peut pas penser par soi-même. On n'a que le droit d'appuyer ses propos par des citations de grands auteurs, etc. Et moi, ça m'a toujours semblé, mais totalement nébuleux, comme si on pouvait pas réfléchir par nous-mêmes. On nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes. On doit réfléchir en se basant sur les grandes pensées des gens qui sont passés avant nous. Et ça, bah, on est obligé de jouer le jeu en fait dans le système scolaire. Et j'arrivais pas à adhérer. Donc en fait, c'était dur, quoi, de Ouais, cette j'imagine. humilité qu'on devait avoir tout le temps, d'être nous, on n'est rien. On n'est rien, on n'est pas capable de penser par nous-mêmes. C'est seulement les grands auteurs qui savent et on doit se baser là-dessus, quoi. On doit juste organiser les pensées. Et puis moi, organiser les pensées, clairement, c'est pas mon premier talent. Moi, je suis là, ça Pourquoi partait tu dans dis tous les ça? sens, tu vois. Ah, mais tu sais, justement, bah, je reparle de la prépa, c'est marrant, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Et, euh, et on avait 5 ou 6 heures de devoirs le samedi matin. Et moi, Ouais. je rendais mes devoirs au bout de 2 heures, quoi. Mhm. Parce que l'idée de faire un brouillon et un plan, pour moi, c'était l'enfer sur Terre. Au pire, je les rendais au bout de 3 heures parce que j'avais dormi 1 heure au milieu ou grignoté des gâteaux, quoi. Et, Ouais, c'était pas du tout adapté à... et j'étais T'étais pas en tête de encore une classe, mais fois... franchement, Ouais, j'avais des notes quand même correctes pour une personne qui ouais. était restée même pas la moitié du temps. Bah, t'étais encore différente par rapport au groupe, en fait, dans ta façon de faire. J'étais différente dans tout, j'étais la seule qui bossait Ouais. en prépa. Ça m'avait même été reproché par les profs. Vous pouvez pas travailler pendant que vous êtes en prépa. Je dis bah oui, mais bon, Mhm. faut que je bouffe quoi. J'étais en chambre contre-service qu'avec des filles et fils à papa qui avaient tout, les parents qui payaient tout. Je faisais de l'aide aux devoirs, je bossais dans une crêperie, enfin, je faisais plein de petits boulots quoi. Donc je me sentais vraiment différente, ouais. Ouais. Aujourd'hui, cette différence, tu la ressens toujours? Euh, parfois mais moins, mais surtout Non? j'en suis plutôt fière en fait. C'est quoi ta différence, en fait? Donc, t'es fière aujourd'hui? Oui, je pense que ça m'a énormément appris, ça m'a permis de faire énormément de belles rencontres, d'apprendre énormément sur la vie. Tu vois, je me dis, si un jour je suis vraiment écrivain, j'aurais fait tellement de métiers, j'aurais rencontré tellement de gens différents de moi, que j'aurais plein d'inspiration pour les personnages. Ah bah, ça, c'est clair. Ça Ça, m'a c'est toujours clair. nourri. Je me suis dit, ah, faut que je prenne des notes parce que je pourrais trop faire un personnage comme ça, tu vois, cette famille pour laquelle je faisais de l'aide aux devoirs. Et, enfin, tu vois, j'avais cette fille qui bossait, voilà, je sais pas quoi, dans un restaurant.
J'avais plein de... Pour moi, tout était inspiration, observation, curiosité, envie de comprendre. J'ai l'impression que dans ce que tu me dis finalement, ton pas de côté, c'est d'avoir accepté ta différence et de dire, je te cite, tant pis si je déplais. Et ouais, et ouais. Et tu sais que par exemple, être psy, j'y avais déjà pensé au lycée. Mm. Et d'ailleurs, j'avais passé les concours d'une école, bah, celle que tu as faite, hein, Psychoprate, ouais. Psychoprinte à Paris. Et j'avais réussi les écrits. Les écrits en général, c'était plutôt facile pour moi. Et l'oral, la catastrophe. J'avais complètement perdu mes moyens. Il m'avait dit, oh, mais vous avez une toute petite voix, on vous entend même pas. Oh là, J'ai- d'accord. Oui, et on avait eu un oral de groupe et j'avais pas du tout Ouais. réussi à prendre ma place. Enfin, tu vois, c'était compliqué. Et du coup, bah, grosse déception parce que comme j'étais pas prise et que pour mes parents, évidemment, la fac de psycho était absolument inenvisageable. Ok. Pourquoi? Et ben du bah parce que bah, déjà la fac, ça n'était pas arrivé. Je pense que à la limite, j'aurais voulu fac de droit, ça aurait pu passer, mais sinon, c'était pas Ok. envisageable. De sources sûres que j'allais rien foutre, des trucs comme ça, pardon pour le langage. Et donc ouais, c'était pas envisageable. C'était pas envisageable. C'était un gâchis de mes capacités, etc. Donc j'ai fait ce que tout le monde attendait de moi. J'étais littéraire, j'étais une bonne élève, bah, j'étais en prépa. Mm. Donc, en fait, finalement, quand j'ai fait mon pas de côté, bah, ça faisait longtemps que je voulais me lancer. J'attendais d'avoir un peu la capacité financière, d'avoir fini de rembourser mon emprunt étudiant, des choses comme ça, pour me lancer. Et puis là, une fois que j'avais plus rien qui me retenait, et j'étais seule, tu vois, quand je suis partie de Paris, j'étais célibataire, j'avais été longtemps en couple, et puis j'avais rompu, un peu moins d'un an avant, et je me suis dit, bah, je voulais quitter Paris, ben, on voulait quitter Paris d'ailleurs avec cet ancien petit copain. Bah, c'est pas parce que je suis toute seule que je vais pas quitter Paris. Donc, je vais quitter Paris. J'en avais parlé à ma chef, mais bon, elle était pas très contente parce qu'elle voulait pas que je parte. Donc, elle était là, oui, oui, on verra, machin. Bon, puis il y a un moment où c'était mes 30 ans, je suis partie en voyage solo. T'es allé J'avais déjà où? fait ça 6 mois avant, j'avais déjà été aux États-Unis toute seule pendant 15 jours. Et là, je me suis dit, allez, c'est mes 30 ans, je me fais un voyage rien que pour moi en Asie. Donc juillet, je suis de juillet 2017, c'est ça, 30 ans. Et, euh, et je pars, je fais un tour, alors toute seule, mais j'avais plusieurs copains qui vivaient en Asie, donc j'ai quand même été voir des amis. J'avais une chère amie, Julia, si tu m'écoutes, qui vivait à Bangkok à l'époque. J'avais aussi une très bonne amie indienne qui était une ancienne coloc à Paris, qui vivait à Singapour, que j'ai été voir aussi. Euh, J'avais un copain vietnamien qui vivait à Singapour, mais avec qui j'ai été à Bali. On a été ensemble. Et ensuite, j'ai aussi été en Inde, retrouvé aussi un ami indien et sa chérie. Et on s'est fait une semaine aussi en Inde. Donc, un superbe voyage. C'était génial. Qu'est-ce que t'en as retiré de ce voyage? Eh ben, déjà, j'adore ma propre compagnie. Ça fait hyper prétentieux. Mais j'ai vraiment Ah, aimé ces temps où j'étais seule et je trouvais ça vraiment cool. Et c'est puis, j'étais pas du tout génial. seule parce que j'ai vu plein de monde hyper sympa. Mon pote avec qui j'étais à Bali, c'était vraiment mon alter ego. On se comprenait tellement bien. C'était absolument génial. C'est un ami vietnamien que j'avais rencontré à un mariage en Inde justement et que j'adore et voilà c'était top et il m'avait présenté son copain mais on était partis juste tous les deux à Bali et c'était vraiment le rêve. Tout était fluide, c'était cool. J'ai fêté mes 30 ans quand je suis arrivée à Bangkok chez mon amie Julia qui m'avait préparé un programme aux petits oignons avec que Trop des bien. trucs fous, on a été prendre des verres en haut de gratte-ciel, on a été au spa, on a été visiter plein de trucs sympas, enfin génial, génial, génial. Enfin, c'était super ce voyage. L'Inde, le truc le plus dépaysant que j'ai jamais fait parce que j'étais à Goa et que j'étais la seule blanche que j'ai croisée de toute la semaine, donc
c'est une expérience vraiment à vivre, de se sentir différente à ce point, hein. Tout le monde qui vous regarde et tout, c'est assez étrange, mais c'est bien aussi pour comprendre aussi ce que peuvent vivre, par exemple, les personnes noires qui vivent en Europe ou dans des pays où la majorité est blanche. J'avais trouvé ça vraiment incroyable. Et donc ce voyage-là, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et puis bah, le soir où j'étais avec Jérémy, donc mon ami au- à Bali, il y a un soir où ma boss commence à m'envoyer plein de mails parce qu'elle était en stress et elle avait absolument besoin de mon aide. Et puis là, elle me dit, ah, puis j'ai vu que je t'avais validé 2 jours en août, mais il faut que t'annules, j'ai vraiment trop besoin de toi avant la rentrée, il y a plein de choses à préparer et tout. Moi, c'était pour un mariage, j'allais en Espagne, j'avais déjà pris mes billets d'avion, tout ça. Et franchement, j'ai commencé à paniquer et j'étais furieuse et j'étais là, mais elle est en train de me gâcher mes vacances, en fait. Hmm. Et là, Jérémy il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce job en fait? Ouais. Et là, je me suis dit, ok, je rentre, je démissionne. Prise de conscience. Ben, je l'avais déjà, mais je traînais un peu parce que, voilà, ben, financièrement, comment je vais faire, etc. Tu sais, les peurs, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour te dire, je démissionne? La colère. La colère? C'est Ouais, utile, la colère, hein? c'est ça. Ça m'a quand même Hmm. vraiment aidé à passer à l'action. Et tu sais, moi, je voulais pas la lâcher parce qu'elle était contente, j'aimais bien mon équipe, elle avait besoin de moi. Puis là, à la rentrée, on avait le festival machin. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses. Et d'ailleurs, je suis restée quand même dans ma personnalité, hein. Je suis restée jusqu'en janvier. J'ai négocié mon départ, ça n'a pas été bon, facile. Mais quand je suis partie, elle m'a pris dans les bras. Elle m'a dit merci d'être restée jusqu'au bout, d'avoir fait une belle passation, d'avoir attendu que ton successeur arrive. Tu vois, j'ai fait les choses bien. Mais ça m'a donné l'impulsion. Ok, c'est bon, j'arrête là. Ça suffit. C'est ma vie, j'en ai qu'une. J'ai envie de partir, j'ai envie de changer de métier. Je faisais de la communication et du marketing. J'en avais ras le bol de faire ça. Euh, Il y avait plein Pourquoi? de côtés que j'aimais bien. Tout le côté interaction avec les gens. J'avais Ouais, adoré vivre tout ce moment de la bulle Internet et de développer plein de projets à partir de zéro. Parce qu'évidemment, dans mes études, j'avais rien appris de tout ça parce que ça n'existait pas. Donc moi, j'ai adoré. J'étais un peu ce tempérament un peu early adopter, tu vois, avec les nouveaux outils. J'adorais toujours tester des nouveaux trucs, être tout le temps un peu en avance, créative sur toutes les stratégies de communication, etc. Mais à un moment, j'en ai eu marre, en fait. Ça manquait de sens pour moi. Et puis, j'ai beaucoup bossé en agence. Donc, en agence, tu choisis pas forcément tes clients. Ça veut dire, bah, parfois que tu bosses pour des industries avec lesquelles t'es pas en accord. ça t'est T'es pas en arrivé? accord. Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Et dans l'agence où j'étais avant, où il y a eu quand même un premier pas de côté, faut peut-être que j'en parle quand même. J'ai fait un burn-out en 2016. Ouais. Mais je m'en rendais pas trop compte. Je bossais juste comme une tarée. Et j'alternais, bon, c'était un peu bizarre, je sais pas trop comment parler, mais Comme ça euh, vient. un jour, j'avais le rendez-vous de la médecine du travail obligatoire tous les 2 3 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'était la poisse, ce truc, parce que j'avais plein de taf, j'avais pas du tout envie d'y aller, voilà. Et en plus, je me retrouve dans une salle d'attente à attendre hyper longtemps parce qu'il y a toujours du retard et tout. Donc j'étais en train de m'énerver parce que je suis quelqu'un d'assez speed et jamais être efficace. Et là, voilà, ça n'allait pas. Et quand je suis arrivée devant le médecin, du coup, bah, j'étais un peu tendue, je pense, et j'étais assez stressée. Et donc voilà, bon, elle me dit, oulala, ça va pas du tout votre tension. Mm. Je suis vraiment très inquiète. Je suis là, non, mais c'est bon, tout va bien, machin, etc. Puis elle me sent hyper stressée, elle dit, il faut que je vous retourne au boulot, là, j'ai plein de trucs, etc. Elle me dit, ah non, 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 mais là, vous retournez pas au boulot, en fait, je vous arrête, madame. Et donc là, je commençais à moitié m'énerver et paniquer, genre, mais c'est pas Ouais. possible, je peux pas faire ça, il y a mon équipe, j'ai plein d'événements, enfin, tu vois, j'étais en panique. Et c'était une époque où ma boîte s'était réorganisée, il y a eu beaucoup de départs, le manager n'avait pas été remplacé, il y avait pas beaucoup de monde qui était spécialisé sur le digital, donc on m'envoyait sur tous les fronts. Parfois, on m'appelait Ouais. à 17h lundi soir, dès mardi matin, est-ce que tu peux être à la gare à 7h, faut que tu ailles présenter chez tel client à Lyon. Je- c'était n'importe quoi. Mais du coup, bah, moi, j'étais là, ah, d'accord, ok. Tu vois, donc j'existais plus trop. Mais tu vois, rien que là d'en parler, t'es essoufflé. C'est Ah oui, fou. oui, je me remets dans C'est ce fou. speed. Après, je suis quelqu'un Ah toujours un ouais. peu dans le dépêche-toi, mais vraiment.
C'était vraiment. Et donc, bah, le soir, je bossais jusqu'à minuit parce que j'avais besoin de calme. Et tu sais, les open space pour des profils comme le moi, j'ai un truc de l'attention. C'est quand même compliqué. Donc, toute la journée, j'aidais tout le monde. Je participais un peu à tout. Et bien, le soir, je faisais vraiment mon taf une fois que c'était au calme dans l'open space. Donc, le gardien de nuit, il venait me, il venait me virer à minuit, quoi. Genre, madame, faut partir, je vais fermer. Et donc, après, ben, je dormais comme une masse jusqu'à 9h30. Puis, j'arrivais en retard au boulot à 10h. Tout le monde avait l'habitude, c'était OK, tu vois. Après, c'est Paris, les gens commencent plus tard, enfin, c'était OK. Et puis bah, le week-end, soit je sortais, soit je dormais toute la journée. Et parfois, avant de sortir, j'arrivais pas à sortir, j'étais comme paralysée, quoi. Le burn-out. J'arrivais pas à m'habiller. Et donc, ça a commencé à être de plus en plus fréquent, et voilà. Et donc là, bah, je suis arrêtée. Je suis arrêtée, et je suis paniquée parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Que je Ouais. suis faible, que je suis pas fiable. Donc là, compliqué. Ouais, c'était très dur. Je devais aller régulièrement voir le médecin, j'étais voir un psy évidemment. Et au bout d'une semaine, du coup, la psy elle me dit bon, vous avez fait quoi, Maëlys, cette semaine? Alors je dis ah mais vraiment j'ai bien rentabilisé ma semaine. Du coup, bah j'ai refait tous les joints de la salle de bain parce qu'ils étaient pourris. Puis j'ai enfin été chercher mes chaussures chez le cordonnier parce que bon avec mes horaires évidemment, ça faisait genre 2 mois qu'ils étaient chez le cordonnier. Pareil, j'ai le pressing machin. J'ai cuisiné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des tris dans tous mes vêtements, etc. Donc j'avais fait une semaine très active parce que je pouvais pas en fait. Et là, elle m'a dit, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout ce que vous devez faire. Donc demain, je vais vous demander de vous lever le matin quand vous voulez. Et après, vous prenez votre thé ou votre café, puis vous allez vous mettre devant la télé, puis vous regardez une série bien nulle qui passe à la télé. Qu'est-ce que tu t'es dit à l'intérieur de toi? Je me suis dit, mais ça sert à quoi? Parce que vraiment, l'idée de se reposer, tu vois, je connaissais pas très bien. Ouais. Et l'idée de faire quelque chose de non utile, non plus. Mm. Moi, j'adore regarder des films, des séries, etc. Mais il faut que ça soit utile, tu vois. Il faut que j'apprenne quelque chose, faut que... Bon. Bon, chasser le naturel et revient au galop. J'ai pas vraiment réussi ça, mais du coup, je me suis mis dans un petit marathon de documentaires Netflix sur l'écolo. Et, euh, et ça a été un moment important pour moi. Je pense que j'ai vraiment shifté déjà une première fois à ce moment-là. Ouais. C'est quoi ce L'alimentation, shift? C'est quoi ce shift? un changement de... Je peux pas continuer comme ça, tu vois, ce monde de consommation, promouvoir des marques avec lesquelles je suis pas alignée. J'ai commencé à être dans le zéro déchet, Ouais. le minimalisme. J'ai plus rien acheté pendant des mois. Je suis devenue végétarienne. Tu vois, j'ai eu vraiment une période comme ça où j'avais besoin d'être un peu extrême Ouais. dans la perfection, tu vois. Et c'était jamais assez, tu vois. Quand je faisais mes courses, déjà, c'était déjà de base un peu galère pour moi parce que je réfléchis beaucoup. Et là, tu vois, je vérifiais que ça soit évidemment bon pour ma santé, qu'il n'y ait pas eu des gens exploités. Donc voilà, les animaux, est-ce que les agriculteurs ont été bien payés? Est-ce que ça n'a pas pollué le sol? Est-ce que c'est pas venu de trop loin? Donc à un moment, je me disais, il faut que j'arrête de manger des bananes, ça vient de trop loin. Enfin, ça allait trop loin, tu vois. Bref, donc j'ai eu un moment un peu extrême quand même. Tu penses que Euh, c'était pour compenser quoi? ben, je voulais, je voulais vraiment faire ma part, en fait. Je voulais Mm. pas avoir un impact négatif sur le monde, tu vois. Petit colibri. C'est ça, le petit colibri. Exactement. Bon, Quand, parfois, être une goutte d'eau dans l'océan, c'est un peu décourageant, hein. quand tu repenses à cette période-là, parce que ça fait quelques années maintenant, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu t'en sers aujourd'hui, dans ton quotidien?
Parce que tu dis que c'était extrême, j'imagine que ça s'est assoupli depuis. Oui, oui, oui. Et puis même mes choix relationnels à l'époque, hein, j'étais en couple avec un mec vegan, très engagé, aussi associatif, tout ça, une très belle personne. Euh, mais qui était, je pense, encore plus extrême que moi. Et donc, ça m'a permis aussi de me différencier. C'est à ce moment-là que j'ai été au mariage de mon ancienne coloc qui était indienne, qui l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'était un moment magique. Donc j'ai commencé un nouveau boulot très vite parce que bon bah au bout de 3 mois d'arrêt, j'avais posé ma dème et j'avais très peur de me retrouver mal financièrement, d'avoir un trou sur mon CV. Donc j'ai accepté un nouveau boulot d'une boîte qui me chassait depuis un moment. Et qui Mm. était une belle situation, hein. J'étais directrice communication et marketing d'un grand groupe, c'était vraiment une belle situation, donc le top. Donc je commence ce nouveau boulot, mais j'avais quand même négocié d'aller à ce mariage en Inde quelques jours, quelques mois plus tard. J'y vais, je passe un moment merveilleux avec coupé du monde, avec que des gens du monde entier et surtout beaucoup d'Indiens, mais voilà beaucoup d'Asiatiques de manière générale et aussi bah voilà il y avait quelques internationaux, américains, canadiens, je sais plus. Bon. Enfin, c'est un moment vraiment magique et puis voilà dans une autre culture quoi, le dépaysement Mm. total, 3 jours de mariage. Dans le Kerala, magnifique. Le mariage avec tout le village, 3000 personnes, on mangeait avec les Waouh. mains sur une grande feuille de bananier. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. Et très dépaysant. Bon, on était aussi quand même dans un très bel hôtel, on était très très bien reçus. Et je raconte plein d'enthousiasme à mon copain de l'époque ce que je vis et lui qui était si droit et si juste et vraiment toujours au service, voilà, des pauvres et du monde et de la planète. Il me dit, mais ça te gêne pas d'être autant dans l'opulence dans un pays où il y a autant de pauvreté? Et parce que voilà, ce mariage-là, c'était vraiment le faste, quoi. C'était un très beau mariage de deux personnes qui étaient très aisées, d'une caste, j'imagine, supérieure. Je ne sais rien, mais probablement. Et ça m'avait ça m'avait mis assez mal à l'aise, en fait, parce que moi, je lui partageais ma joie Ouais. et mon émerveillement et il me mettait dans la culpabilité et ça marche très bien avec moi la culpabilité donc j'étais là oui c'est Mm. vrai et tout et en fait j'ai beaucoup réfléchi et là je me suis dit en fait il est quand même triste tu vois et c'est pas moi ça et j'ai pas envie de passer une vie entière à me culpabiliser et à me dire t'as pas honte d'être heureuse alors qu'il y a tant de gens malheureux. Déjà, Ouais. je suis très empathique et je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui vivent des choses difficiles et je suis en larmes et tout. Je peux pas passer ma vie à souffrir pour les autres, quoi. Mm. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation. Et c'était dur parce que c'est quelqu'un que j'aimais très fort, mais j'ai senti que ça allait me tirer vers le bas, quoi. Ouais. Et du coup, bah, c'était difficile pour moi, ce nouveau boulot, parce qu'il était très critique aussi, du fait que je sois retournée dans le monde capitaliste. C'était compliqué, quoi. Ouais. Encore un pas de côté pour toi, hein. Voilà, donc tu vois, ça se fait petit à Pour petit comme ça. encore une Bon, fois, tu vois, c'est toujours cette petite voix, j'ai l'impression, tant pis si je déplais, je m'en vais. ouais, ouais. Et, et Donc c'est toujours j'entends tellement ce petit dur. chemin, tu sais. Ben oui, c'est super C'est difficile dur, en fait, tu sais, d'accepter c'est d'être ce l'exposition. qu'on... Ouais, ben Tu vois, oui, quand t'as des phobies, quand t'as un apprentissage à faire, tu t'exposes petit à petit. ouais. Je me souviens d'ailleurs, la psy, au moment de mon burn-out, elle me donnait des exercices comme ça, elle faisait des TCC, et elle me disait d'aller dans un magasin, elle me dit, Mélisse, vous allez dans un magasin, vous essayez plein de trucs avec la vendeuse qui vous dit, ah, ça vous va très bien et tout, puis après, vous lui dites, non, je vais réfléchir, et vous ressortez sans acheter. Je dis, je peux pas faire ça. C'était pour m'entraîner juste à dire non, en fait. Mm. Ouais, mais c'est ça, c'est l'apprentissage du non, en Mm, fait. mm. C'est Ouais. même si c'est bien, je vais partir. Ça me fait penser, tu vois, une histoire d'un ami qui était en couple depuis des années avec une femme et en fait, leur couple n'allait pas bien. Et il s'était dit, OK, je vais m'écrire un mot. Dans un an, je vais le ressortir et je vais voir où j'en suis. C'était écrit une petite lettre en se disant, voilà, aujourd'hui, avec cette personne-là, j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là, ça va pas. On reste ensemble pour une mauvaise raison, ta, 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 ta. Et un an plus tard,
comme promis, il a ressorti son papier. Il s'est dit, OK, en fait, ça n'a pas bougé d'un iota. Et donc, Mm. malgré le fait qu'il l'aime, il l'a quitté. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est à chaque fois, tant pis s'il déplaît, ça fait mal, mais je pars pour aller mieux, pour un mieux. Je fais ce pas de côté pour un mieux, pour être plus alignée avec moi-même. Mhm. Et cet apprentissage, il n'est pas toujours facile. Et c'est Non. ce que tu décris très, très bien depuis tout à l'heure, où bah, petit à petit, tu as été dans le fait et fort, comme on dit en analyse transactionnelle, que tu connais très bien, Mhm. de, allez, je vais être moi-même de plus. Et encore une fois, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Mm. Et j'ai envie de te dire bravo pour ce parcours, parce que c'est pas facile, hein. C'est un Merci. apprentissage de tous les jours, hein. Et ouais, et encore maintenant, hein, je pense que c'est toute une vie, hein. Ouais. Parce que là, donc, ce que tu disais au début, tu vois, on fait la boucle. Mais t'en es où alors? Après tous ces non, tous ces pas de côté, tous ces j'apprends à être qui je suis et à dire non à tous ceux qui m'en empêchent. Et ben, bah, j'ai fait mes choix pour moi. Ouais. Donc, je suis partie, effectivement. Alors, je suis venue au Pays Basque, un peu comme le vent me portait. C'était pas dans l'idée d'y vivre longtemps. C'était, je commence, je vais faire une reprise d'études en septembre. On était en février. Donc, bon, bah, si j'ai 6 mois à passer quelque part avant cette rentrée, reprise d'études, autant les passer dans un bel endroit. Et je sais que tu connais bien aussi. Et donc, je suis partie là-bas. J'ai passé ces 6 mois-là à beaucoup lire et à vraiment à décider de ce que j'allais faire. Donc j'ai j'ai fait passer beaucoup d'entretiens en fait de gens qui faisaient plein de métiers pour voir un peu dans la sphère relation d'aide. Tu vois des sophrologues, des psys, tout un tas de métiers pour voir un peu aussi quel allait être comme il y a beaucoup de possibilités, quel allait être un peu le courant dans lequel j'allais me reconnaître. Je me souviens d'avoir discuté avec toi à l'époque et que tu m'avais effectivement parlé d'analyse transactionnelle et ça m'a bien parlé. Et tu avais été de très bons conseils, je me souviens. Je le raconte souvent d'ailleurs, que tu m'avais Merci. dit, il me semble que c'est toi qui m'avais dit, ouh là là, la fac, tu risques de t'ennuyer, ou ça va pas te plaire, ou ça sera pas assez concret, des choses comme ça. Et moi qui ai toujours eu ce besoin de reconnaissance et me dire absolument il faut le diplôme officiel de la fac, etc. Du coup, je me suis dit, bah allez, on tente autre chose qui va être plus concret. Voilà. Et donc, je me suis lancée dans la formation d'analyse transactionnelle à l'école de Paris. Et ça a été un moment incroyable, je pense vraiment un des meilleurs moments de ma vie, ces 6 mois, où bah, pendant 6 mois, j'avais de compte à rendre à personne d'autre que moi-même, et c'était formidable. Et encore maintenant, parfois, j'en ai la nostalgie, parce que c'est dur hein, d'habiter, de partager son espace. Et donc, je trouvais tellement génial de pouvoir suivre mon rythme pour la première fois de ma vie, me lever quand je voulais. Et suivre mes niveaux d'énergie. Moi, j'ai des niveaux d'énergie très, comment dire, changeant et parfois j'ai Ouais. énormément d'énergie pour faire énormément de choses dans un temps très rapide, être très productive et parfois bah, j'en ai pas du tout Hmm. et bah, j'ai toujours dû quand même faire parce que bah voilà on est à l'école, on est ensuite on grandit, après on est au travail etc. Donc bah même quand on n'a pas trop d'énergie, qu'on est un peu paralysé, que le cerveau veut pas fonctionner, ben il faut faire acte de présence, il faut faire semblant et là j'ai pu vraiment ne pas faire semblant, tu vois, être moi-même et profiter vraiment de d'être dans mon rythme. Hmm. J'allais marcher tous les jours, me baigner dans l'océan. J'écrivais beaucoup, je lisais beaucoup. J'ai rencontré des gens aussi beaucoup. J'ai pu aussi être plus disponible pour rencontrer des personnes dans cette nouvelle région. J'ai rencontré mon conjoint actuel et c'était vraiment un moment béni, tu vois. Ces 2 moments, les 3 mois d'arrêt, bon, c'était dur les 3 mois d'arrêt parce que je me sentais en échec quand même. Mais là, en tout cas, ces 6 mois de pause,
Je me suis vraiment dit que c'était complètement inhumain de travailler toute sa vie sans pause. C'était vraiment. En plus, j'avais jamais pris de vacances depuis. Enfin, dès mes 14 ans, j'ai toujours travaillé l'été, donc j'avais jamais pris une longue pause, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était incroyable et j'ai retrouvé ma créativité, j'ai retrouvé le plaisir. Je me sentais alignée, j'avais plus de stress. C'était vraiment incroyable. Mm. J'avais le chômage aussi, donc merci la France, hein, parce que Bah, ça permet. ouais. Et, et puis bah, après, j'ai commencé ces études. Ça a été une très belle révélation. J'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment épanouie dans cet apprentissage de la psychothérapie via l'analyse transactionnelle. Et puis, je me suis lancée à mon compte hein, parce que il fallait quand même trouver un plan B pour gagner ma vie parce que c'est une longue reprise d'études. Hein, j'ai fait 7 ans quand même. Et, et donc, je me suis lancée à mon compte pour faire le métier que je savais déjà faire. Hein. Donc, j'étais consultante en stratégie de communication. Et puis, je sais pas, ça s'est fait très naturellement. En fait, j'ai jamais prospecté, juste par le réseau, les gens qui avaient bossé avec moi. J'ai eu des missions, ça s'est fait très naturellement. Voilà, pendant plusieurs années. Et maintenant, j'ai un peu évolué de, de métier. Je suis plutôt assistante de direction pour des dirigeants de start-up. Ou chef des opérations. Enfin, je fais le DRH, de la compta, du recrutement, un peu de tout. Euh, et euh, et j'ai ouvert mon cabinet, du coup, il y a un peu plus d'un an. Bravo. Voilà, enfin. Et j'adore. Et j'adore ce nouveau métier que je fais pour l'instant à mi-temps, mais petit à petit, je pense que je vais arrêter mon autre activité quand le cabinet sera plein. Et voilà, c'est super. Et je me Et là, sens là, tu vois, utile. J'ai vraiment l'impression que ça y est, ma contribution au monde, elle est alignée. Entre ça et puis bah aussi mes choix personnels. Je me suis mariée, j'ai eu 2 petites filles et c'est un très beau cadeau. Donc voilà, là je me sens plus alignée. Je sens que ça va dans le bon sens. merci Maëlys pour tout ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Maintenant avec ce voyage, on arrive au présent, je vais te proposer un exercice, si tu es d'accord, de visualisation. Euh, Cet exercice de visualisation, pour ce faire, je vais te proposer de t'installer confortablement dans ton fauteuil sans croiser les jambes, sans croiser les mains, sans croiser les doigts, afin de Et- pouvoir laisser passer, circuler l'énergie. Euh, Si c'est OK pour toi, je vais te proposer de fermer les yeux. Étant donné que il y a la vidéo, si tu veux te mettre de côté ou pas, c'est en dehors du champ, c'est comme tu veux, c'est comme c'est OK pour toi. Ok, c'est ok. Et de prendre deux, trois respirations bien profondes afin d'installer le calme à l'intérieur de toi, de ralentir et de te projeter dans un futur idéal en 2030, dans 5 ans. Tout est possible, zéro contrainte. Tu es où? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Mes filles. Ouais. Est-ce que il y a des odeurs? Oui, il y a des odeurs de chaleur. Hmm. Est-ce qu'il y a une sensation physique? Beaucoup de tendresse. Ouais.
Comment est la lumière? Vive. Hmm. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? J'ai une image d'harmonie. Ouais. Mm. Et ça se représente par quoi précisément, cette harmonie? Ben, c'est vrai que j'ai beaucoup cette image de mes deux filles qui sont proches, quoi. Hmm. Et cette image aussi qui sont elles-mêmes très différentes et avec de la joie et de la Ouais. douceur. Et toi, que fais-tu? J'observe. Hmm. Et cette observation, elle est comment? Elle est apaisante. Tu dirais qu'à ce moment-là, ton rôle, ce serait quoi? Bah, de enfin, les laisser devenir le plus elles-mêmes, grandir sur le chemin, d'être une présence rassurante, mais pas trop contraignante, plus soutenante. Hmm. Et si on essaye de regarder un peu plus haut, ce serait quoi ta mission de vie? J'aime bien l'idée d'inspirer. Hmm. Inspirer. Je pense que inspirer et prendre soin, je vois un peu ces deux missions, mais la première, j'ai un peu cette idée que voilà, la société, elle doit évoluer, il y a des changements qui doivent être faits, mais que tout le monde peut pas être initiateur de ce changement. Et, et je crois que moi, je peux l'être. Hmm. Initiatrice de changement. Changement pour le mieux, bien sûr. Comment tu te sens dans ce rôle-là, dans cette mission-là? J'ai toujours beaucoup aimé partager. Ça me nourrit. J'ai vraiment. Ouais. Je pense que pour moi, les émotions, elles ont besoin d'être partagées. Je peux pas les vivre seule. Donc, Hmm. dès que j'ai comment dire, une illumination, quelque chose que je comprends du Ouais. monde, j'ai vraiment envie de le partager. C'est comme plus fort que moi, en fait. C'est vraiment dans ma nature, je crois. Donc, je Hmm. me dis que c'est peut-être un peu ma contribution au monde aussi d'apporter un message, de, enfin, vraiment, il n'y a rien qui fait plus plaisir que quand je reçois des messages en mode ah, tu m'as, j'ai découvert un truc grâce à toi, ça a changé ma vision. Enfin, j'ai souvent des messages de personnes qui me remercient pour les partages que je fais et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et sinon, prendre soin aussi de ce que j'aime, mais sans m'oublier, voilà. Je te propose de respirer dans cette mission, dans ces sensations, dans ces émotions, afin de bien les ancrer. Mm. Et quand c'est OK pour toi, de reprendre des respirations plus impliquées, disons, de commencer à remuer les mains, les pieds et revenir avec moi. S'il y a besoin de bâiller ou t'étirer, n'hésite pas. Mhm.
Comment tu te sens là? Très bien, je te remercie. Pour arriver à ça, il faudra que tu mettes quoi en place? Je pense qu'il faut que je continue d'oser Ouais. avec cette peur de déplaire. Parfois, c'est difficile. Et qu'un jour, voilà, je me dise, allez, je me lance, quoi. Écrire, me prioriser mes projets. Parce que là, honnêtement, maintenant, c'est plus difficile quand même de trouver du temps. Donc, les filles, elles vont grandir, ça sera plus facile, j'espère. Les parents ne grandir pas du tout, tu vas voir. Mais bon, peut-être par exemple que d'ici quelques années, j'aurai des nuits complètes, ça sera plus confortable. Qui sait? Bon, Pardon? qui sait? Peut-être. Bon, eh bien, on arrive à la fin de ce moment partagé. Je te remercie du fond du cœur pour ce temps, pour ta confiance, pour tes confidences. Merci de ton écoute. Si tu pouvais garder trois mots de cet échange, ce serait quoi? Hmm. S'écouter, oser, s'aimer. Merci Maëlys. Merci Andy. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.